semaine dernière, je vous ai parlé d'une controverse sur Kickstarter et j'espère bien faire le point final cette semaine à ce propos. Mais j'ai une autre controverse qui risque encore de faire pas mal de vagues. On regarde ça à l'instant, mon actualité ludique. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo. Partagez café petit déjeuner en votre compagnie. Et oui, comme j'ai mentionné, la semaine dernière a été une grosse semaine avec ma vidéo qui a fait le point sur des problèmes de Kickstarter avec certains éditeurs, pour ne pas nommer Mythic, mais il y en a d'autres. Je sais que dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui m'ont parlé de cas spécifiques. J'ai effectivement pas couvert tous les cas de Mythic, parce qu'il y a eu d'autres jeux également, et d'autres éditeurs, tous ceux qui ont des expériences sûrement négatives avec certains éditeurs, je vous invite à aller dans la vidéo de la semaine dernière et le mettre en commentaire, parce que plusieurs personnes ont commenté la situation, et ça permet aussi de mettre en lumière certaines problématiques et si ça peut aider d'autres personnes. Alors je vous invite à aller dans cette vidéo-là et de mettre vos commentaires. Éventuellement, je ferai un petit wrap-up de à peu près tout ce qui a été dit et je pourrai revenir avec une espèce de, j'ose pas dire liste noire, mais quand même une liste d'éditeurs qui ont causé problème par le passé sur Kickstarter et GameFound et autres plateformes. C'est parce que ça nuit à l'ensemble de l'industrie, surtout de ce sous-financement. Et là, je sais plusieurs d'entre vous sont frileux depuis pour aller sur cet outil-là. Moi, le premier, j'ai beaucoup ralenti. Je continue à suivre l'actualité sur la plateforme pour avoir idée de ce qui s'en vient, mais je continue à penser que quand ça sort en boutique, je préfère aller les acheter en boutique pour encourager nos détaillants, faire en sorte que notre économie soit florissante. Mais quelquefois, des petits projets, ça vaut la peine d'aller les aider parce que c'est là qu'ils vont réussir à se mettre au monde. Donc, il faut faire la part des choses, il faut regarder, il faut étudier la situation. Puis, c'est un peu ça qu'on va continuer à faire pour parler de la situation, le faire évoluer et surtout mettre des warnings à certains éditeurs pour éviter des situations fâcheuses comme il est arrivé récemment avec Mythic Games. J'irai pas plus loin sur le sujet, j'en ai parlé longuement la semaine dernière, vous avez été nombreux à le commenter, donc je vous remercie grandement d'avoir parlé, échangé par rapport à la conversation qu'on a eue et faire aussi en sorte que la vidéo a été très regardée, donc c'est bien apprécié. Cette semaine, je vais vous parler d'autre chose. Il y a quelque chose de particulier ici autour de la table. J'ai du Lorcana, j'ai des jeux ici de Garfield Game, de Matago qui ont traduit des jeux, donc ça c'est Pixie. Donc c'est tous des jeux qui sont disponibles en version française. Et là c'est un peu là-dessus que je veux vous amener, j'en ai parlé longuement dans le podcast parce que l'OQLF, l'Office québécoise de la langue française, s'est mis en tête de faire un nettoyage du monde ludique québécois. Alors c'est un problème mais effectivement très québécois, mais je pense que ça va résonner également chez vous en France parce que il y a cette réalité-là qui existe. Donc les éditeurs, comme ici j'ai Matago, j'ai Pixie, j'ai Ravensburger, qui vont traduire des jeux, qui vont les rendre accessibles. Et là j'ai mis dans le fond ici une très belle boîte, et c'est une très belle nouvelle également, c'est Thunder Road Vendetta qui a été annoncé officieusement par Lucky Duck, donc qui devrait arriver en français, et c'est une très bonne nouvelle. Mais ça cause un problème, parce que, effectivement, c'est des éditeurs tierces qui achètent un droit à un éditeur de base de localiser le jeu, donc c'est un ouvrage de traduction, ou même de localisation, donc d'adaptation dans la langue du pays, et ensuite, on fait un nouveau tirage et une nouvelle production. Ce qui fait en sorte que, forcément, c'est impossible d'arriver au même prix. Et la loi au Québec dit que tous les jeux doivent être disponibles au même prix, dans les mêmes conditions, en anglais et en français. C'est une très bonne chose pour que le jeu soit de plus en plus disponible en français, donc exiger que lorsque c'est possible, un jeu soit disponible dans les deux langues. Oui, je suis d'accord. Donc on peut forcer un détaillant pour lui dire « Tu ne tiens qu'une copie anglaise, tu dois également avoir une copie française. » Par contre, on exige que ça soit au même prix. Et là, c'est possible dans certains cas,
Lorcana, c'est le cas. Donc, le Ravensburger, c'est l'éditeur du jeu de cartes et ils font une version française, une version anglaise. C'est le même éditeur. Oui, ils se doivent d'avoir le même MSRP, le même prix de détail suggéré. Ça fait du sens. Par contre, lorsqu'on va demander à des compagnies comme Matago ici, qui arrivent avec Wingspan et qui vont acheter les droits à Stonemaier Games pour en faire une version française, d'engager un traducteur, de faire un tirage plus limité pour le rendre accessible en français, ben c'est impossible d'avoir le même prix. C'est pas une bonne idée de frapper sur ce clou-là. Il faut changer la réglementation. Et là, je passe le message à l'OQLF. Je ne sais pas si un jour j'aurai la chance de vous avoir en entrevue, soit dans le podcast, soit ici sur la chaîne, pour en parler avec vous. Je sais que vous ne faites qu'appliquer la loi. Je sais également qu'il y a une pétition qui a été faite au niveau du jeu de société pour le faire reconnaître comme un bien culturel. Et vous avez le même débat en France également. C'est des œuvres d'art, c'est des œuvres littéraires, c'est des œuvres mécaniques. Il y a effectivement des artistes derrière ces produits-là. Donc je pense que ça devrait être traité au même titre qu'un livre, au même titre qu'un album de musique. C'est des artistes qui le font. Alors je pense qu'il faut le regarder sous cet aspect-là. De faire en sorte de le rendre le plus accessible et le plus possible en français, c'est une bonne chose. Mais si la réglementation continue dans le même sens, ben, un projet comme Thunder Road Vendetta ne pourrait pas voir le jour, et là, on serait pris à avoir une industrie qui aurait simplement des jeux en anglais pour les petits éditeurs, et seulement les gros éditeurs qui pourraient se permettre de l'avoir en multilangue, ce qui ne fait pas de sens pour nous au Québec. Il faut penser la loi différemment. Je sais que plusieurs détaillants sont aux prises avec les inspecteurs présentement. Bon, j'ai moi-même passé par là, donc je sais exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut se serrer les coudes. Il faut, oui, rendre le jeu accessible en français, mais on a, je pense, un débat à aller faire avec peut-être la suite de la pétition qui arrivera. Donc, ça sera un sujet à suivre. C'est un sujet qu'on parle fréquemment dans le podcast. Mais là, je pense qu'ils ont accentué la présence dans les boutiques. Et c'est pas une bonne idée de vouloir s'en prendre aux boutiques. Ça serait mettre un frein à une industrie qui est florissante au Québec. Il y a une situation au Québec pour les détaillants de jeux de société qui est très similaire à celle de France. Donc on a un réseau de détaillants spécialisés très fort et très connaisseurs et qui fait en sorte que il y a beaucoup plus de joueurs au Québec que dans le reste du Canada. Alors, si on veut arrêter d'être noyé dans une mer américaine, c'est de rendre cette culture-là accessible, et ça passe par la langue, effectivement, la langue française. Donc, c'est pas en empêchant et en mettant des barrières à la francisation des jeux qui va faire en sorte que ça va améliorer la situation. Donc, je pense que c'est une mauvaise approche. Et ça serait triste que ça mette que ça cloue le cercueil d'une industrie florissante et que ça fasse en sorte que tout le monde sera découragé de la situation, ils abandonneront et on va juste acheter des jeux en ligne sur Amazon dans les grands géants sans aucun contrôle, et on va se ramasser avec des jeux uniquement en anglais. Donc non, ce n'est pas la bonne approche. Je vais suivre le dossier, je vais continuer à aller représenter les détaillants auprès de l'EQLF pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine logique derrière tout ça. Ce n'est pas qu'un règlement qui va changer la situation, c'est vraiment un changement d'approche. Bref, c'était ma petite montée de lait de la semaine, parce que je sais que beaucoup de détaillants sont aux prises avec la situation. Je pense que c'est vraiment d'attaquer le problème par une mauvaise approche. Donc si, en tant que client, vous êtes dans une boutique et vous savez que le jeu est disponible en français, mais que la boutique ne le tient pas, là, vous pouvez dénoncer la situation pour dire cette boutique-là devrait avoir des jeux en anglais. Un TCG uniquement en anglais, vous voulez jouer en français, vous pouvez demander, exiger que le détaillant le tienne en français. Mais après ça, le reste, le contrôle de prix, ça n'appartient pas au détaillant, ça appartient à l'industrie. Il faut changer l'industrie, le détaillant ne peut pas rien faire là-dessus. Donc voilà pour ma petite mise au point que je fais régulièrement, mais là c'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit et je sais que c'est un problème qui est récurrent. Donc on va suivre la situation de près. Parlant de détaillants, ben, ça va bien quand même au Québec. Il y a de belles nouvelles. Alors j'ai été cette semaine assister à l'ouverture, au lancement officiel de la boutique La Halte Ludique dans Villeray, qui est l'ancien Randolph. C'est de nouveaux propriétaires, donc c'est Marc et Nicolas
qui étaient présents, qui faisaient leur grand opening avec pas mal de monde sur place, de beaux visages souriants, une belle boutique de quartier qui rayonne dans un quartier qui est très propice, il y a beaucoup de monde, c'est une rue piétonnière et ça fait du bien. C'est ça que ça apporte, un détaillant dans un quartier, ça amène du plaisir, de la joie et on encourage ces initiatives-là, donc j'étais présent. Et je vous invite à faire de même, donc tous ceux qui ont la chance d'avoir des boutiques de jeux à proximité, allez les voir, allez parler avec eux, allez commander des jeux par eux, allez regarder les nouveautés. Ça reste notre porte d'entrée et je pense que c'est quand même encore mieux que magasiner des prix sur le web. C'est le fun d'avoir des spéciaux, des fois souvent 2-3$, c'est peut-être, ça fait en sorte que ça met en péril une boutique qui, elle, est là pour faire vivre l'industrie au complet. Donc je vous invite à suivre le pas et à aller rencontrer vos boutiques du coin, leur dire salut. Dites-leur salut de ma part également. Donc la Société des Jeux. Alors, longue introduction pour parler, donc faire une mise au point Kickstarter, mise au point OQLF. Je vais revenir là-dessus, c'est sûr et certain. Profite également, on a parlé de podcast tantôt, donc de l'autre côté du plateau. Cette semaine, on avait un podcast qui était un peu particulier. On a fait un top 10, ça n'arrive pas souvent. Top 10 des jeux les plus surestimés, surévalués, donc les overrated comme on dit, et ça nous a permis de parler de plein de jeux. Alors, je me suis proposé, je ne l'ai pas sorti, je l'ai ici, je l'ai acheté récemment, donc j'ai Birmingham, donc Brass, le numéro 1 sur BGG présentement, qui a détrôné Gloomhaven qui était là depuis longtemps. Je me suis proposé d'aller redécouvrir le jeu pour valider s'il mérite sa place en première place. Et peut-être aller vérifier quelques classiques. Moi, j'ai passé à travers le top 100 et j'ai parlé de quelques jeux que je trouvais qui étaient peut-être encore haut placés dans le classement parce qu'il y a beaucoup de jeux. Hein. On parle de 2000 jeux par année qui sort et être dans le top 100 des jeux de tous les temps sur BGG, c'est pas rien. Alors, c'est sûr que ça représente une certaine partie du monde du ludique. Donc, c'est plus du gros gamer. C'est pas, donc, il y a peu de petits jeux dans le top 100. Moi, je pense que je devrais rééquilibrer tout ça. Mais ça m'a permis de parler de quelques jeux, donc Everdell, Ark Nova, Brass Birmingham, on a parlé de Gloomhaven, donc certains gros jeux, je vous invite à aller écouter ça. Et dans 2 semaines, on va faire l'exercice inverse, donc lesquels jeux selon nous qui sont sous-évalués, donc qui devraient monter au classement. Donc c'est sûr que certaines fois, c'est des jeux qui sont plus récents, qui vont graduellement monter. On en voit quelques-uns, donc ça va être intéressant à faire l'exercice. Donc, j'invite à aller écouter ça. Donc, de l'autre côté du plateau, c'est le podcast de cette semaine. Et dans 2 semaines, on revient avec l'exercice inverse. Au niveau des campagnes KS, il y a toutes sortes de choses, négatives ou positives. Mais il y a nos amis donc, de Critical Hut sont de retour sur GameFound avec les 7 mers. Donc, j'ai fait une vidéo des 7 mers sur la chaîne. C'est revenu, ça a été financé en 29 minutes, je pense. Et j'ai eu droit à une petite carte donc je remercie les auteurs de m'avoir envoyé ça. Vous allez voir ça à l'écran. C'est le capitaine Don Martin qui est présent avec, bien sûr, sa tasse de café pour influencer les mers. Et de toute sa sagesse, le Don est présent. Donc, merci du petit clin d'œil. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne, ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil ou aller voir la vidéo pour les intéresser. Donc, c'est les 7 mers. Réception boutique de cette semaine. Donc, j'ai ici réception de la boutique La Pioche, donc une autre boutique de Québec, JP qui est le commanditaire du podcast. Et pour lequel j'ai passé une commande des jeux francophones cette fois-ci. Donc, comme je vous ai dit, je suis allé chercher 3 jeux qui m'intéressaient, en commençant par celui-ci qui est Esdras et Néhémie, qui sont 2 personnages de l'histoire de Jérusalem. Donc, on parle ici d'un jeu particulier parce que c'est un jeu dans lequel on a un tech tree et on a un jeu de construction d'engins. Donc, c'est des mécaniques qui sont des chaînages d'action avec des cartes et tout ça. Généralement, les jeux de Sean Phillips chez Garfield Game, j'aime bien. Et ça a été remis en français chez Pixie Game, donc merci beaucoup. Je me suis procuré ça et c'est de 1 à 4 joueurs, donc une variante solo. C'est des jeux que j'aime beaucoup essayer. C'est des jeux très cérébrales qui demandent un peu de stratégie, de planification. 120 minutes par partie, c'est un jeu qui est effectivement très beige parce que
On est dans le désert et Jérusalem, et on rebâtit des villes. Et bon, la construction, ben, ça me plaît toujours. Alors voici, je me suis procuré celui-ci. Je vous dirai ce que j'en pense. C'est pas tant la thématique qui m'a accroché que la mécanique de jeu qui fait en sorte qu'on a un tech tree et des chaînes d'action. Ça pourrait être intéressant. Et je me fais doute, ben, je veux toujours aller voir. Celui-ci, donc Evenfall, c'est un très beau jeu, comme vous voyez. Une compagnie un peu plus méconnue. Je pense que c'est le premier jeu de l'auteur qui a été mis en français chez Matago. On a encore un 1 à 4 joueurs, des parties un peu plus rapides de 90 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir des magnifiques illustrations. Un peu dans un monde de druides, dans lequel on va avoir des mécaniques de chaînes de cartes. Donc c'est un jeu qui est basé sur les cartes et qui va être une construction d'engins à partir des cartes. Et on a ce qu'on appelle des card driven, donc un jeu dirigé par les cartes. Alors ça c'est de quoi qui m'intéresse généralement. Et il a été quand même présent dans plusieurs top 10 de 2023. Il y a quelques reviewers qui l'ont mis dans leur top 10. Alors je le regardais depuis un petit bout de temps. Il vient de sortir en français, donc j'ai été me le chercher. Et une collection expert. Alors on va voir si c'est un jeu qui rentre dans mes cordes. Mais il m'intéresse depuis longtemps. Alors j'ai mis ça sur ma wishlist et c'est maintenant dans ma ludothèque à tester. Et finalement, ben, un jeu qui se passe un peu de présentation, c'est Wingspan, le dernier de Stonemaier Game, qui a repris un peu le jeu de base de Elizabeth Hargrave, qui était Wingspan sur les oiseaux. Et là, on arrive dans un monde de dragons. Fait à noter, c'est pas Elizabeth qui a fait le design du jeu, c'est un autre auteur qui s'appelle jeu de Connie Vogelman. Et c'est par contre Elizabeth qui s'est occupée du développement et de magnifiques illustrations de Clémentine Campardou. Ce qui fait en sorte que c'est, je pense, un trio d'autrices. Et ça, c'est assez particulier. Donc d'avoir que des femmes à la tête d'un projet, félicitations, il était temps que ça arrive et ça va amener beaucoup de fraîcheur, j'en suis sûr. Martin m'en a parlé, donc Martin de la Zone, c'est un jeu qu'il avait bien aimé. On a de la thématique de dragon, mais ils ont quand même changé certaines mécaniques, dont des explorations de cavernes pour aller faire une espèce d'aventure pour aller trouver nos dragons. Donc j'ai hâte de le tester. Il y a un solo, bien sûr, parce qu'il y a l'Automa Factory qui fonctionne avec les jeux de Stonemaier. Alors c'est maintenant disponible en français. Et oui, il y a une différence de prix. Donc si on regarde le prix MSRP en français versus en anglais, on parle de 72$ à 95$. On parle d'environ 30% d'écart entre les deux. C'est quand même pas mal, mais c'est deux jeux différents, c'est deux compagnies, c'est une localisation, c'est une traduction. Alors, comment régler la situation? Il va falloir qu'on investigue, mais j'ai préféré y aller en français. Et moi, ben, quand j'ai la chance de prendre le jeu en français, j'ai pris en français. Et c'est ce que j'ai fait avec Wingspan. Alors, à retester. J'avais bien aimé Wingspan, j'ai pas rejoué, ça fait un petit bout de temps. Et là, d'avoir un jeu sur les dragons, je pense que ça peut être assez intéressant. Bon, ici, je vous en ai parlé, ben, c'est Thunder Road Vendetta qui est un excellent Ameritrash que j'ai joué en compagnie de Stéphane. Beaucoup aimé mes parties, c'est très rentre dedans. Donc, jeu de dés, on se rentre dedans en voiture, on tire sur l'autre. C'est le premier, c'est un jeu de course, le premier rendu à la ligne d'arrivée, mais on a toutes sortes de coups un peu salauds dans le jeu. C'est un 2 à 4 joueurs, 30 à 75 minutes par partie. Et c'est un jeu, une refonte, donc c'est Restoration Game qui revient avec un ancien jeu qui est très bien amené et c'est très agréable. C'est sûr que c'est pas un jeu stratégique, c'est pas un jeu d'intellectuel, c'est un jeu divertissant, beer and pretzel game qu'on parle, donc on s'installe, on met ça sur la table, on a du plaisir, on brasse des dés. Et content de savoir que ça va arriver en français avec Lucky Luck Game qui nous a teasé sur sa page Facebook, mais qui laisse très peu d'interprétation sur le thème. Donc, content de voir ça arriver en français, puis ça va faire le plaisir de plusieurs d'entre vous, j'en suis certain. Et finalement, j'ai, ça c'est mes campagnes KS qui continuent à arriver. Donc, je me suis mis à la lecture de Pierre of Héraclès. Très costaud comme jeu, très complet, ça risque d'être très intéressant.
Donc, c'est une espèce de 4X parce qu'il y a énormément de jeux, il y a énormément de types de façons de jouer, de gagner. Il y a un jeu de cartes, c'est dirigé là aussi avec des cartes. On a un plateau de personnel, on a un contrôle de territoire, on a beaucoup de choses. C'est du costaud. Alors, je continue ma lecture des règles et je vous reviens durant la campagne qui va être au début du mois de juin avec celui-ci. J'en ai plein d'autres qui s'en viennent. J'ai énormément de projets Kickstarter qui vont m'être livrés. Expérience ludique, j'ai l'Orcana ici. J'ai fait un petit post sur Instagram la semaine dernière parce que j'ai testé durant le week-end ce qui est ici le retour d'Ursula. Donc, j'avais parlé de l'Orcana lors de sa sortie. Il y a eu un 7.1, 7.2, 7.3 et là, ça, c'est le 7.4. Je vous en ai pas reparlé depuis. Et je le remets de l'avant parce que celui-ci, on a maintenant la possibilité de jouer en coopératif et en solo. Donc, on a un deck d'Ursula qui est disponible dans une des boîtes de cette extension aussi, qui nous permet donc d'affronter ici la reine des fonds des océans sur 4 différents terrains ou, si on veut, champs de bataille. 4 niveaux de difficulté différents avec son propre deck qui va arriver et qui va être différentes actions ou différents personnages qui vont être sous sa corruption et qui vont nous affronter. Dans notre cas, on joue notre jeu de la même façon. On doit atteindre notre fameux 20 lore pour remporter la partie. Dans le cas d'Ursula, elle doit se rendre à 40, mais elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus rapide. Et elle va avoir des personnages comme Jafar qui va apparaître, comme le Chapelier Fou. Et c'est un jeu qui refait le même feeling d'un jeu personnel, donc d'un jeu à confrontation 1 contre 1. Mais là, on peut le jouer en équipe ou en solo contre le personnage, contre Ursula. C'est difficile, c'est engageant, c'est bien réalisé. Je pense que c'est une des premières fois que dans un TCG, il y a un mode solo comme ça. Et franchement, c'est le fun, j'ai aimé ça. Donc, ça m'a permis de le tester, de perdre dans certaines configurations. Et ce qui est le fun dans ces jeux-ci, c'est qu'il y a l'aspect de deck building, de construction de deck avant nos parties. Donc, on fait une partie, je perds, et là, je me dis, bon, comment je peux faire pour améliorer mon deck pour être capable de passer à travers ce que j'ai eu comme problématique. Et là, on va construire dans notre partie les différents decks et on va réessayer comme ça. Donc, très bien, beaucoup de plaisir. Et j'ai pas reconstruit mon deck au complet. J'ai parti avec les decks préconstruits qui étaient offerts et ça fonctionne bien. Il y a un degré de difficulté croissant. Donc, ça permet de jouer de façon très intéressante, même quand on n'a pas personne comme Stéphane pour faire un petit peu de confrontation. On s'installe puis on peut jouer au jeu de cartes qui est assez bien. Donc, bravo. C'est une bonne idée d'avoir rendu ça accessible avec le 7.4 qui est parti assez rapidement. Donc, c'est une des belles... je pense que c'est la deuxième meilleure sortie après le premier set, ce qui est très bien. Très bon signe pour l'avenir. 2 expériences ludiques au courant de la fin de semaine dernière. J'ai Inflexible Normandie que j'ai ressorti parce que j'ai sorti l'extension ou plutôt le standalone qui s'appelle Reinforcement qui permet de jouer également en coopératif et en solo. C'est David Turzi qui est présent avec le mode solo. Énorme deck de cartes et avec les règles d'à peu près tous les scénarios du jeu de base qui est Inflexible Normandie, de l'extension qui est Afrique du Nord et Reinforcement a ses propres scénarios également et ça permet de combiner tout ça. Donc, on peut faire une campagne solo. Ça fonctionne bien. C'est pas facile. J'ai fait 2 parties. J'ai perdu la première. J'ai trouvé comment gagner la deuxième. Mais ça, c'était pour le scénario 1. Et là, on peut vraiment les faire les uns après les autres. Donc, très agréable de ressortir Inflexible Normandie, qui est un excellent jeu de confrontation. C'est un jeu de deck building, mais très différent. Et très minimaliste, mais engageant. Donc, j'aime beaucoup. On avait fait une partie sur la chaîne avec Stéphane. Et là, de pouvoir le faire en solo, un peu fiddly, mais dès qu'on a compris le scénario, parce qu'après ça, c'est les mêmes personnages qui sont tout le temps là, et on les joue à peu près de la même façon, donc ça se prend quand même bien en main. Ça demande juste une première lecture un peu ardue, mais dès qu'on a compris, ça fonctionne bien. Donc, c'était pour Inflexible avec Reinforcement pour le jouer en solo. Et ensuite, j'ai testé Flower, donc c'est parce qu'on était... présent à Toulouse et Flower a fini dans les meilleurs top vendeurs de l'événement
Alors j'ai dit, faut que j'aille tester ça. On avait une copie au bureau qui avait été ramenée de Nuremberg. Et comme c'est un auteur qui, je considère un ami à moi que j'ai rencontré à Cannes, c'est Paul-Henri. Et Paul-Henri, qui est l'auteur également de Perfect World, a ce petit jeu-là qui arrive. Un petit puzzle game avec des jeux de cartes assez minimalistes qui représentent des numéros, des couleurs, des fleurs. Et on se doit de faire des champs de fleurs en nombre selon la valeur de notre carte, mais la couleur également. Et là, on va compter un maximum de points. On a un repêchage sur des paquets. Ça joue rapidement. C'est à peu près 10 à 20 minutes par partie. C'est un jeu qui se joue également solo. Il y a 1 à 4 joueurs, je pense, là-dessus. Et je l'ai testé, je l'ai bien apprécié. J'ai parlé avec Paul-Henri, surtout l'éditeur, qui est un nouvel éditeur français, qui s'appelle Acturus. Et j'ai dit qu'on était partant, donc que ça va arriver prochainement au Québec. Donc c'est une bonne nouvelle. Si vous avez eu la chance de le tester, vous me le direz. Moi, j'ai essayé seulement dans 2 configurations, mais je suis curieux de voir qu'est-ce que ça a l'air. Et c'est où son sweet spot, ce qu'on dit. Est-ce que c'est en solo, à 2 joueurs, à 3 joueurs ou à 4 joueurs? Donc, à tester, mais bien aimé l'expérience. Beau petit puzzle game qui est accessible, aussi accessible que Skijo, mais plus stratégique, plus intéressant à mon avis, plus stratégique. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, Flowers, c'est ce qui complète donc mes expériences ludiques de la semaine. Et c'est tous des jeux que j'ai pas ici avec moi parce que ils sont soit au bureau, soit au chalet, mais j'ai pas ça à la maison. Donc, ça sera une semaine de découverte de mes nouveaux jeux et peut-être de mes classiques pour aller voir si c'est des jeux surestimés ou pas. Alors, j'attends de vous lire, savoir ce que vous pensez de cet aspect francophone-là. On met ça de l'avant, de quelle façon. Ça vous dérange de payer plus cher ou pas? C'est sûr qu'on aimerait tous payer moins cher pour nos jeux, mais c'est une réalité qu'on se doit. Est-ce qu'on accepte qu'un éditeur le rende en français au prix de payer un peu plus cher? C'est quoi un peu plus cher? C'est 10, 20, 30, 40%. Jusqu'à où est votre limite. Donc, je vous invite à laisser un commentaire à la vidéo, puis on va essayer d'évaluer ce dossier-là, puis surtout faire en sorte que il y a plus de jeux qui seront disponibles en français. Au bout de la ligne, c'est ça qui compte, c'est que notre hobby soit disponible dans notre langue et qu'on garde ce privilège-là d'avoir nos jeux en français. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, j'attends de vous lire. Je réponds aux commentaires. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.